Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Washington, Riyad, même combat au lendemain de l'attentat suicide. L'Arabie Saoudite, longtemps accusée de laxisme, s'engage à tout faire contre le terrorisme. Nouvelle menace au Soudan cette fois où les États-Unis ont fermé leur ambassade. La sécurité routière, c'est un peu l'histoire des arroseurs arrosés. Nicolas Sarkozy et Gilles de Robien ont été pris en flagrant délit d'excès de vitesse alors qu'ils allaient inaugurer les nouveaux radars. Information du journal Auto Plus. La fronde des évêques de France contre une éventuelle loi sur la laïcité réunie à Lourdes, l'épiscopat dénonce, je cite, une régression laïcarde. La famille royale britannique déstabilisée, le prince Charles fait face à un témoignage sur sa supposée bisexualité. La presse tabloïde se déchaîne. Enfin, le téléphone à tout faire, des photos, des cartes postales et même la lecture du journal. Les opérateurs espèrent relancer les ventes de portables à l'occasion des fêtes de fin d'année. On commence donc avec la mobilisation en Arabie Saoudite. Dernier bilan de l'attentat à la voiture piégée, 17 morts, dont 5 enfants et 122 blessés. Mobilisation militaire, la sécurité a été renforcée autour des résidences des étrangers et 5000 soldats supplémentaires déployés à la Mecque pour protéger les pèlerins. L'Arabie Saoudite qui a reçu le soutien des États-Unis. Bernard Lebrun. Déblayé pour mieux effacer ce que Riyad appelle un acte barbare. 2 jours après l'attentat qui a réduit en ruine ce lotissement pour travailleurs expatriés, l'Arabie et le reste du monde condamnent ce lâche attentat. Que des civils touchés, des femmes et des enfants surtout, tous musulmans et en plein ramadan, un crime et un sacrilège. Et il a de quoi être inquiet, le prince Naïef, ministre de l'Intérieur, en examinant le trou de la voiture piégée. Car c'est une voiture de police, volée par les terroristes, qui a été utilisée pour entrer dans ce camp. Hasard du calendrier, hier était aussi le jour de la visite à Riyad du numéro 2 américain du département d'État. Richard Armitage a assuré au prince héritier Abdallah son soutien et que l'attentat était probablement l'œuvre d'Al-Qaïda. Et la peur de grandir. 2,5 millions de pèlerins font actuellement ce que l'on appelle le petit pèlerinage. Protecteurs des lieux saints, les princes saoudiens redoutent un attentat à la Mecque, où déjà la semaine passée, selon les autorités, 2 terroristes ont été abattus. Dans cet état sécuritaire, où la police dispose déjà de moyens considérables, comme ici, le centre de surveillance des lieux saints, 5000 policiers supplémentaires viennent d'être déployés en renfort à Médine et la Mecque. Et je vous le disais, de nouvelles menaces ont été enregistrées, cette fois au Soudan. L'ambassade des États-Unis à Khartoum annonce qu'elle suspend ses activités à partir de mercredi et pendant une semaine. Les États-Unis qui font face eux-mêmes au terrorisme en Irak, avec là aussi un changement de stratégie. L'armée américaine a désormais recours aux raids aériens, comme pendant la guerre à Washington, Alain Chalvron, Aaron Diamond. Artillerie, chars, aviation même. L'armée américaine est repassée à l'offensive en grand. Ici, à Tikrit, la ville de Saddam Hussein, il s'agissait d'attaquer des quartiers de bâtiments abandonnés, supposés servir de repères à des miliciens bassistes, notamment aux responsables de la destruction d'un hélicoptère vendredi. À Fallujah, mais aussi ici à Bakuba, autre place forte saddamiste. Les djihadistes ont procédé à une opération de fouille maison par maison, à l'israélienne, à la recherche de documents ou d'armes dont le Pentagone assure qu'une grande quantité aurait été saisie. À la recherche également d'hommes, de ceux qui ont multiplié ces derniers temps les attaques contre des Américains. Une centaine de personnes a été arrêtée. Ici, un ancien colonel des services de renseignement irakiens. Des images qui sont passées et repassées sur les télévisions américaines pendant tout le week-end, comme si elles étaient prioritairement destinées à ce public. Il y a clairement ici une grande frustration de voir nos soldats se faire tuer tous les jours. Il y a donc une dimension intérieure dans ces offensives, mais fondamentalement, il s'agit de montrer qui est le patron sur le terrain. En même temps qu'ils utilisent le bâton, les soldats américains jouent de la carotte en distribuant une bonne prose. Avec, précise le Pentagone, des offres d'emploi sans grand succès apparent. Oui, des bombardements aériens, on n'avait pas vu cela depuis 6 mois en Irak. Un dernier élément à propos de lutte antiterroriste, la Cour suprême américaine vient de se saisir du dossier controversé des détenus de Guantanamo. Elle se prononcera sur la légalité de ces détentions. Rappelons que quelques 600 prisonniers sont retenus au secret sur cette base à Cuba.
En France, tendance toujours à la baisse pour le nombre de morts sur les routes, moins 24,5% au mois d'octobre, soit 503 morts contre 666 en octobre 2002. Un bon résultat donc, mais des accidents toujours révoltants. Ainsi, on vient d'apprendre que 2 adolescents de 12 et 13 ans ont été fauchés sur un passage piéton à Sannois dans le Val d'Oise. L'un d'eux est mort, l'autre est blessé. Le conducteur a 19 ans, il roulait sans permis et a pris la fuite avant d'être finalement interpellé. Autre drame, celui de ce gendarme mort vendredi dernier après avoir été percuté par un conducteur ivre et là aussi sans permis. Ces obsèques avaient lieu aujourd'hui à Lorient devant quelques 150 personnes et en présence des ministres Michel Alliot-Marie et Nicolas Sarkozy. Le conducteur lui a été mis en examen pour homicide involontaire. Nicolas Sarkozy, qui, comme son collègue des Transports, Gilles de Robien, a été, je vous le disais, pris en flagrant délit d'excès de vitesse par le magazine Auto Plus. C'était il y a une quinzaine de jours. Ironie du sort, les 2 membres du gouvernement se rendaient à l'inauguration du premier radar automatisé. Gilles Marinet, Régis Maté. Ce jour-là, Gilles de Robien est en retard, mais ce n'est pas pour avoir respecté la vitesse autorisée, au contraire. Pressé, le cortège du ministre des Transports est passé outre aux limitations. 98 km/h, 98 au lieu de 70. Nicolas Sarkozy, lui, était arrivé à l'heure et pour cause, il roulait encore plus vite. 103 km/h pour portion limitée à 70. Théoriquement, il en coûte 3 points sur le permis et 135 € d'amende. Nous le reconnaissons, nous leur avons tendu un vrai piège. En l'occurrence, on s'est placé sur une route à 2 fois 2 voies, aussi belle qu'une autoroute, la nationale 20, aux sorties de Paris. Et cet endroit-là, c'est seulement limité à 70 km/h. Ce qui veut dire que, comme tout automobiliste, ils sont passés à des allures de 90, 100 à l'heure. Pour l'instant, seul l'entourage du ministre des Transports, dans un bref communiqué, a fait amende honorable. Le retard n'est pas une excuse. Une repentance qui devra aller droit au cœur des 2000 automobilistes flashés quotidiennement par ces nouveaux radars. Les transports publics cette fois avec cet incident à Amiens. Un engin incendiaire a été jeté dans un bus. Une passagère de 18 ans a été brûlée au visage, aux mains et aux jambes. L'homme a pu prendre la fuite. Aucune indication pour l'instant sur ses motivations. Éric Delamornay, Philippe Jasselin. Un guet-apens. C'est ainsi que la société de transport qualifie l'incident. Hier soir, vers 19 h, le bus de la ligne 1 stoppe à 7 arrêts. Un individu monte, un foulard sur le visage, puis déverrouille les portes avant de s'enfuir. Caché derrière l'abribus, 2 complices lancent alors un engin incendiaire. Au dépôt, un responsable de la compagnie décrit la scène à bord d'un véhicule similaire. Les complices qui étaient sur le trottoir ont lancé un cocktail Molotov qui est venu frapper la paroi ici. Ça s'est enflammé. Et la voyageuse qui était brûlée était assise ici. Unique passagère, une jeune fille de 18 ans est touchée par les projections de liquide inflammable. Elle est actuellement hospitalisée pour des brûlures au 1er degré, notamment aux jambes et au visage. L'incident a surpris tout le quartier d'Étouvie. Dans cette banlieue d'Amiens, les actes de violence avaient nettement baissé ces dernières années. Un acte criminel, je dis bien criminel, de cet ordre ne reflète pas la vie du quartier d'Étouvie actuellement. Aucune interpellation n'a pour l'instant été effectuée par la police. Pour manifester son inquiétude, la ligne de bus ne desservira pas le quartier aujourd'hui et demain après 17 h 30. Si la situation devait s'aggraver, des itinéraires de contournement sont à l'étude. Autre affaire de violence pour l'instant sans explication véritable, ce procès qui s'est ouvert aujourd'hui à Bobigny, celui de 2 jeunes accusés d'avoir passé à tabac 3 policiers à Pantin. C'était il y a 1 an et demi, après un banal contrôle d'identité. Et cette agression avait suscité une vive émotion. L'un des agents, une femme, avait été grièvement blessée. Elle a dû subir plusieurs opérations. Stéphane Bretner, Hervé Pozzo. Une femme a été tabassée. La parole d'un policier a mis des victimes contre celle de la mère d'un prévenu, soupçonné d'avoir violemment frappé un gardien de la paix. Le procès n'a pas encore commencé, mais chacun plaide déjà sa cause devant une salle d'audience très protégée. Aller en prison pour ça. Un des policiers dit avoir été blessé par 6 personnes n'a aucun hématome sur le corps. Comment vous expliquez ça, monsieur? Pantin, un après-midi d'été. 3 policiers avaient été, contrôlent 2 adolescents qui fument du hashish dans ce hall d'immeuble. Ça tourne mal, les coups pleuvent. Une femme policier est grièvement blessée au visage. 6 mois d'arrêt de travail. Qui a commencé? L'un des 2 prévenus, 20 ans, reconnaît avoir donné un coup de poing. « J'aurais pas dû », explique-t-il, « je regrette ». Quant à son ami, il dit être arrivé après la bagarre. Les 3 victimes sont arrivées discrètement par l'arrière du palais. À la barre, Elisabeth Boisard expliquera qu'elle n'a vu que 2 ombres avant de s'écrouler.
c'est inacceptable ce qui s'est passé, c'est de la sauvagerie inhumaine. J'espère que si les individus sont reconnus coupables, le ou les individus auront des condamnations exemplaires. Venu soutenir les prévenus, le mouvement pour l'intégration des banlieues stigmatise un problème récurrent. C'est un contrôle qui a dérapé. Parce qu'il y a certains policiers, quand ils arrivent dans certains quartiers, ils croient qu'ils sont dans un no man's land, dans une zone où il n'y a plus de droit qui s'applique. 6 et 4 ans de prison ferme ont été requis contre les prévenus. Le jugement est attendu dans la soirée. En bref, l'affaire du meurtre de Patricia Leclerc, tuée en juillet 2002 dans la Somme. Un homme avait été arrêté et mis en examen, Jean-Paul Lecomte. Eh bien, il vient d'avouer qu'il était sur les lieux et qu'il a assisté au crime, sans pour autant reconnaître sa culpabilité. Ce nouveau cambriolage d'un bar tabac, cette fois à Chézy-sur-Marne, dans l'Aisne, des inconnus ont emporté 200 paquets de cigarettes blondes après avoir fracturé la porte d'entrée. Alors le gouvernement, on le sait, doit annoncer jeudi des mesures pour la sécurité des buralistes et d'ores et déjà, la profession est l'objet d'attentions très poussées, très précises à la veille des élections. On a notamment appris aujourd'hui que le Front National avait envoyé 12 000 lettres nominatives aux débitants de bureaux de tabac. Arnaud Boutet, Yvan Martinet. Au Front National, le hasard de l'actualité fournit aussi des arguments politiques. Ce buraliste cambriolé hier sera candidat FN au régional. Et même s'il reste encore des cigarettes sur son armoire, le braquage d'hier est peut-être lié à la hausse du tabac. Alors, comme son chef, il réclame les grands moyens. Si les frontières déjà étaient fermées, bon, on n'irait pas chercher les cigarettes ailleurs. Moi, on m'en propose aussi des cigarettes. Faut pas croire, hein, je suis pas le seul. Dans un tract envoyé à 12 000 buralistes, Jean-Marie Le Pen retrouve ses premières amours poujadistes. Il n'y a aucune raison pour que les débitants de tabac soient les seuls à faire les frais de cette politique. En Rhône-Alpes, Bruno Gollnisch remet ça et va plus loin. Comment peut-on aller travailler la peur au ventre, écrit-il. Les taxes peuvent tuer plus que le tabac. Et pourtant, le vice-président des débitants a refusé de donner l'annuaire de toute sa profession que lui demandait le Front National, conscient de la récupération politique. Vous avez 11 millions de clients par jour qui passent. C'est sûr que si vous arrivez à vous mettre dans la poche de débitants de tabac, c'est plus facile que s'il est contre vous. Nicolas Sarkozy promet dès jeudi des mesures de protection, c'est-à-dire une réponse sécuritaire pour notamment faire face à certaines dérives électoralistes. Le débat sur le voile, il est de plus en plus question, vous le savez, d'une loi pour réaffirmer la laïcité et ses règles. Et voici que l'Église se fait entendre. Les évêques de France y sont rigoureusement opposés. Réunis à Lourdes jusqu'à ce matin, ils dénoncent une régression laïcarde. Anne Guéry. Pas de voix discordante parmi les évêques de France. À l'occasion de leur assemblée plénière, ils ont tous dit non à une loi interdisant les signes religieux à l'école. Une loi qui, disent-ils, serait une atteinte à la liberté de culte. Attenter à la liberté religieuse, celle des catholiques aussi, sous prétexte qu'il y a des désordres dans une toute petite minorité de gens de tradition et d'origine islamique, ou musulmane disons, c'est vraiment une erreur politique. Les responsables catholiques s'appuient sur la loi de 1905, celle qui consacre la séparation de l'Église et de l'État, mais qui garantit le libre exercice des cultes, notamment dans les établissements publics, lycées, collèges, hôpitaux ou prisons. Pas question, par exemple, de remettre en cause les aumôneries dans ces institutions. Le vrai problème, c'est est-ce que c'est la laïcité qui est en danger ou bien il est ailleurs? Est-ce que c'est le vivre ensemble des Français aujourd'hui qui est plus en difficulté? Deux commissions, l'une à l'Assemblée nationale, l'autre autour de Bernard Stasi, doivent se prononcer sur l'opportunité d'une loi sur les signes religieux. Leur conclusion pourrait bien déclencher un nouvel affrontement entre l'Église et l'État. Oui, contrairement à une idée répandue, les affaires de voile sont plutôt en baisse. C'est ce qu'indique un document des renseignements généraux présenté il y a un mois. Cela dit, le fait religieux prend, c'est vrai, une place de plus en plus visible. Exemple avec l'affaire de la supérette halal à Évry, dans un quartier où les musulmans sont très nombreux. Alors il n'est pas ici question du tout d'intégrisme, mais de commerce, d'intérêts commerciaux. Mais le résultat est là, ceux qui ne sont pas musulmans et qui veulent acheter de la viande doivent prendre leur voiture et aller faire leurs courses un peu plus loin. Enquête Mathias Hillion, Diane Richard. Un an après la polémique, l'enseigne Franprix a disparu, mais le supermarché halal existe toujours. À l'intérieur, rien n'a changé. Conformément au principe de l'islam, ni porc ni alcool dans les rayons. À l'extérieur, pas de changement non plus. Sur cette place commerçante de la cité des Pyramides, une seule moyenne surface halal. Une boucherie halal, elle aussi. Pas de commerce de proximité pour les non-musulmans.
Une situation que dénonçait avec force le maire d'Évry il y a un an. Dans ce quartier, on ne pourrait pas acheter de l'alcool, on ne pourrait pas acheter du porc, on ne pourrait pas vivre comme tous nos autres concitoyens. C'est inadmissible, c'est contraire à la conception que j'ai de la République. Manuel Valls en faisait une question de principe. Il voulait la fermeture du magasin, officiellement pour raison d'hygiène. Le Conseil d'État l'a débouté de sa demande. Autre problème pour les gérants du magasin. Pois chiche, 25 kilos. Face à leur refus de vendre de l'alcool et du porc, Franprix cesse de les livrer en avril dernier. Le magasin est au bord de la fermeture jusqu'à ce que Jawed Jaiziri trouve de nouveaux fournisseurs. Voilà, il y a le riz, le semoule. En plein ramadan, une bonne période pour les affaires. Il n'est pas peu fier de nous montrer ses rayons à nouveau remplis. Sa démarche, dit-il, est commerciale, pas communautariste. La majorité de la communauté qui sont ici, sont musulmans. Voilà, que ce soit africains, turcs ou arabes, sont musulmans, donc ils n'acceptent pas quelque chose halal, quelque chose non halal, qui sont incompatibles. Dans le magasin, Mecca Cola et Coca-Cola, musulmans et non musulmans, partisans et adversaires du commerce halal. Ah, moi, ce que je voudrais, c'est du jambon. Mais du jambon de porc. Pas du jambon d'Inde. Ça vous embête? Ah oui. Et vous en parlez parfois avec... non, mais il n'y en a pas, il faut bien s'en penser. Moi, je peux avoir des amis qui viennent comme ça, qui mangent du porc, j'aimerais bien qu'ils en consomment. Hein. Ça me pose un problème. Moi, ça fait un an que je suis sur Évry, donc j'ai toujours connu comme ça. Mais ça vous a étonné de voir que des supermarchés étaient comme ça ou... Non, pas du tout. Vous le regrettez? Pas du tout. Pourquoi? Je suis musulmane. Alors pourquoi ce qui faisait débat il y a un an ne pose plus de problème aujourd'hui? À la mosquée d'Évry-Courcouronnes, le recteur pense que la polémique avec la mairie était excessive. La plupart de ceux que je reçois dans cette mosquée, ils sont pour la communauté nationale unique et indivisible, avec les mêmes droits, les mêmes obligations, mais à aucun moment nous revendiquons un communautarisme. Aujourd'hui, le maire d'Évry ne veut plus parler de cette affaire. Le retrait de Franprix aurait réglé le problème, selon lui. À 4 mois des régionales, certains murmurent à Évry que le poids électoral de la communauté musulmane n'est pas étranger à ce silence. Cette impressionnante prise des douanes à Cherbourg, un hors-bord a été arraisonné dans le port. À bord, les forces de l'ordre ont saisi 12,5 kg d'héroïne, valeur de la marchandise 800 000 €. Le bateau devait gagner la Grande-Bretagne. Zindine Boudaoud, Jean-François Monnier. Pour les douaniers, c'est une belle prise de guerre. Ce Zodiac de 8 mètres de long a traversé la Manche dans la nuit de jeudi à vendredi, comme prévu. Il y a quand même pas mal de coffres. Les enquêteurs étaient bien informés. À bord, 2 Britanniques, 2 trafiquants de drogue présumés, pris en flagrant délit. Les 2 complices étaient venus faire leur marché à Cherbourg, un drôle de marché. 12 kilos d'héroïne et près d'1 kilo de cocaïne. Les 2 suspects ont tenté de se débarrasser de leur encombrante marchandise lors de leur interpellation. Une interpellation un petit peu mouvementée puisqu'ils ont essayé de... Ils ont même jeté dans le bassin le sac contenant les produits stupéfiants et on a réussi à récupérer cette marchandise juste avant qu'elle ne coule. Les 2 suspects, âgés de 30 et 37 ans, sont des récidivistes. Le plus âgé a déjà été condamné à 24 reprises. Leur expédition à Cherbourg n'est peut-être pas la première, leur embarcation a pu en permettre d'autres. Ce genre d'embarcation présente un certain nombre d'intérêts. Le premier, bien évidemment, c'est la surmotorisation de l'engin qui permet d'atteindre des vitesses assez conséquentes, mais également le faible tirant d'eau qui autorise des échouages éventuels le long des plages, et enfin un faible signal radar qui rend très difficile la détection de ce genre de moyens de transport. Ce soir, les 2 ressortissants britanniques ont été écroués, le Zodiac placé sous scellé. L'enquête continue côté français et côté anglais pour identifier les autres protagonistes de ce trafic. Les 2 navires poubelles, entre guillemets, américains sont arrivés aujourd'hui dans les eaux européennes. Ils ont franchi le détroit du Pas-de-Calais et doivent gagner l'Angleterre demain ou après-demain. Arrivée précédée, vous le savez, d'une vive polémique puisque ces 2 bateaux vétustes de la marine doivent être démantelés mais représenteraient un danger écologique potentiel parce que les coques contiennent des produits dangereux, amiante ou dérivés chlorés notamment. La préfecture maritime de Cherbourg a donné son accord pour ce passage, estimant qu'il n'y avait aucun risque majeur.
Mais la justice britannique est saisie, elle doit se prononcer le 8 décembre prochain. Et on reste en Grande-Bretagne avec cette tempête sur la famille royale. Le prince Charles est confronté au témoignage d'un ancien valet sur sa supposée bisexualité. Rien de répréhensible, mais l'affaire fait scandale à Londres. Agnès Gardet, Dominique Marotel. L'heure est grave pour le prince Charles. À peine rentré d'une visite officielle à l'étranger, il a dû convoquer ses proches collaborateurs pour une réunion de crise. Comment faire face au scandale? Charles et son valet, l'histoire vraie. Charles est-il bisexuel? Ces deux titres résument bien l'affaire. L'héritier de la couronne, soupçonné de relations homosexuelles avec son ancien majordome. Aucun détail n'est publié, la loi britannique l'interdit. Alors on sous-entend et on consulte l'Internet, épargné par la censure. Mais au fond, qu'en pensent les Anglais? Ça ne m'intéresse absolument pas. Je m'en fiche. On n'a pas besoin de savoir tout cela. Et pourtant, les journaux s'arrachent. Dans le sillage des tabloïds, la presse sérieuse marque le pas, prudemment, bien obligée de reconnaître que ça ne va pas aider le prince Charles à devenir roi. Les gens se demandent depuis longtemps si la reine va abdiquer et laisser le trône à son fils Charles. Mais il a été très controversé suite à l'affaire Diana, sa liaison avec Camilla Parker Bowles et aujourd'hui ce scandale. Tout ça a beaucoup terni son image. Son fils William à ses côtés, le prince, réfléchit en ce moment même à la conduite à tenir. Pas d'intervention télévisée, pas de poursuite judiciaire. Son entourage a décidé ce soir de faire profil bas. Voilà, et vous le constatez peut-être, avec nous sur ce plateau quelques intermittents du spectacle, mais nous allons tenter de poursuivre le déroulement de ce journal en parlant des élections générales au Japon, victoire mais de justesse de la coalition au pouvoir. David Boeri. Je vous remercie. Merci beaucoup. Des remerciements de circonstance à l'annonce des résultats. Le Premier ministre sortant reste au pouvoir. Ce libéral, partisan des privatisations et des déréglementations, a tout de suite rappelé son credo. Je pense que nous avons désormais les moyens de poursuivre notre politique actuelle. Je veux maintenant faire éclore le bourgeon de la réforme en un bel arbre. Présenté comme un Thatcher asiatique, il a promis d'accélérer les privatisations. Mais rien ne dit que ce programme libéral sera suffisant pour sortir le Japon de la crise. Elle est loin l'époque glorieuse des années 80 où les produits japonais faisaient trembler l'Europe et les États-Unis. Depuis bientôt 15 ans, la deuxième économie mondiale est malade. Le taux de chômage est passé de 1 à 5% de la population active. Les Japonais ne consomment plus assez. Et les milliards de yens injectés par le gouvernement dans l'économie ne l'ont pas relancé. Ils ont seulement fait exploser la dette du Japon. Elle représente aujourd'hui 1,5 fois la production nationale, le record de tous les pays industrialisés. Le Japon s'accroche à un nouvel espoir de reprise. La croissance devrait dépasser cette année les 2%. Voilà, on reste dans l'économie et le social avec, donc vous le constatez, cette intrusion sur le plateau de plusieurs intermittents du spectacle. Nous avons donc décidé de leur laisser la parole, 1 minute, pour exprimer leurs revendications. Messieurs, dames, je vous laisse la place. Allez-y, prenez mon siège et nous vous écoutons, ou plutôt adressez-vous ici au micro et nous vous écoutons. Allons-y. Merci. Le 26 juin dernier a été signé à l'UNEDIC un accord sur l'assurance chômage des intermittents du spectacle, qui exclura, s'il est appliqué, 30 000 personnes. Une mobilisation sans précédent, durant 4 mois, a mis en évidence le caractère désastreux, inique et illégal de ce protocole. Une action en justice en cours allait annuler purement et simplement cet accord. Coup de théâtre. Il y a 5 jours, le MEDEF et la CFDT ont choisi de passer en force en reproposant à la signature, le jeudi 13 novembre, ce même accord, que nous dénonçons sans trêve. Nous sommes donc dans la même situation qu'à la veille du 26 juin. Nous voulons une véritable réforme négociée avec l'ensemble des concernés. Nous voulons que nos propositions soient prises en compte. Nous demandons une émission de débat contradictoire à 1 heure de grande écoute sur ces questions. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. En 4 mois de lutte, on nous a rarement laissé la parole. Nous avons beaucoup appris en partageant ce combat. Nous savons que notre lutte n'est pas catégorielle. En exigeant de nouveaux droits sociaux pour les salariés à l'emploi discontinu, c'est à la précarisation de l'emploi que nous nous opposons. Ce que nous défendons,
nous le défendons pour tous. Ce gouvernement prétend réhabiliter le travail pour mieux exploiter les travailleurs. Il impose bas salaires et conditions d'emploi dégradées. Il exclut 850 000 chômeurs du droit à l'allocation. Veut détruire l'allocation spécifique de solidarité et le RMI. Instaurer un RMA qui donnerait aux employeurs l'argent auparavant dévolu aux allocataires. Nous n'avons pas d'autre choix que la résistance, c'est agir ou disparaître. Je suis essoufflée, émue et essoufflée. Ce que nous défendons, mais je réclame le droit à la maladresse et au travail. Ce que nous défendons, nous le défendons pour tous. Voilà. Non, un rendez-vous pour finir, jeudi 13 novembre à 14 h, devant le siège de l'UNEDIC, 80 rue de Reuilly, métro Montgalais, tous ensemble. Oh. La vraie information. Voilà. Vous avez bien quitté le plateau maintenant. Vous êtes content, vous avez réussi. Voilà, et à vous tous qui nous regardez, nous vous adressons bien entendu nos excuses pour cette intrusion qui n'était par définition pas prévue, mais nous avons choisi de donner la parole donc à ces représentants des intermittents du spectacle. On reste dans l'économie et on referme cette parenthèse avec un des paradoxes du chômage. On manque de travail, mais beaucoup de postes permanents ou saisonniers restent vacants. Exemple, les ostréiculteurs qui ne savent plus comment faire. Ils cherchent 3000 personnes pour récolter les huîtres à quelques semaines des fêtes. François Privat, Philippe Ritten. Avant les fêtes, 3000 emplois saisonniers nécessaires pour trier et emballer les huîtres au SMIC horaire sur le bassin de Marennes-Oléron. Une tâche relativement physique pour une main-d'œuvre difficile à trouver. Avec les contrôles de l'inspection du travail, les entreprises qui payaient leurs salariés temporaires au noir ont pratiquement disparu et souvent les pointeuses découragent les postulants. On leur dit chez nous tout est payé, il y a une pointeuse. Point terminé, il y a les heures supplémentaires, tout est déclaré, etc. Et ces gens-là, effectivement, prennent un peu peur. Ça veut dire qu'en fait, ces gens-là préféreraient presque être payés au noir. Je pense, c'est possible aussi à la limite, quoi. En fait, un chômeur qui vient faire la saison dans une entreprise ostréicole va gagner à peine plus qu'avec son allocation. Monique est dans ce cas, mais elle va tout de même travailler pour garder le moral. Alors je vais faire ça pendant 15 jours, 3 semaines, mais je vous dis, le problème c'est que ça fait de la route, ça fait beaucoup de frais, et puis j'ai pas cher payé pour le boulot que c'est. Je suis désolée de dire ça, mais c'est vrai que, étant aux ACDIC, je sais que je vais travailler sans gagner beaucoup plus que si je reste aux ACDIC. Conséquence, les entreprises s'arrachent la main-d'œuvre saisonnière, il existe même des listes d'inscription. On commence à les réserver très tôt, mais si vous voulez, les gens disent oui, mais on ne sait pas en fait s'ils ne vont pas aller chez notre concurrent ou notre collègue. Les ostréiculteurs prennent l'exemple des vendangeurs de champagne et demandent à ce que leurs saisonniers bénéficient eux aussi de l'exonération de certaines cotisations sociales. Et ces problèmes de recrutement se retrouvent dans de nombreux secteurs économiques. Alors pour garder leurs salariés et obtenir de meilleurs résultats, les entreprises ont de plus en plus souvent recours à une nouvelle pratique venue du sport, le coaching. En français, on dirait l'entraînement. C'est l'enquête de cette édition. Elle est signée Alix Bouillaguet, Philippe Jasselin. Boxeur, les coups au-dessus de la ceinture, soyez juste et loyal, touchez-vous les gants. Malgré les apparences, Olivier Collion n'est pas boxeur, mais avocat. On regarde toujours son adversaire. On baisse jamais la tête. On reste maître de la situation. Il faut donner des coups, il faut apprendre à en recevoir, il faut surtout apprendre à être réactif dans une situation nouvelle à laquelle on n'est pas préparé. Comme lui, une dizaine de jeunes chefs d'entreprise a tenté l'expérience, faire appel à un coach sportif pour mieux gérer sa vie professionnelle. Le dirigeant d'entreprise est un compétiteur, mais isolé et de la vie de tous les jours. C'est-à-dire que ces échéances à lui ne sont pas une compétition à telle date. Ces échéances à lui, c'est le matin quand il se lève jusqu'au soir et le lendemain, ça redémarre. Combativité, vous l'avez, confiance en soi, bien apparemment vous l'avez montré, ça se travaille, ça se maîtrise, ça se cultive, ça se développe, ça s'entretient. Depuis 3 ans, le coaching est devenu incontournable dans le monde de l'entreprise. Vincent Lénart n'a pas de basket au pied, pourtant lui aussi est coach, il est même l'un des pionniers de ce secteur. Ce matin, il rencontre le patron d'une société de bourse, société qu'il suit depuis 1 an. Je reconnais que jusqu'à présent, j'ai eu du mal à faire en sorte que les uns et les autres s'intéressent à ce que font l'autre.
la qualité relationnelle que l'équipe de direction et que toi-même établis avec les autres qui va être déterminante dans cette logique de responsabilisation. Et donc de ton attitude d'écoute, de ton attitude de prise en compte vraiment de cette demande, quoi. Ni gant de boxe ni ring, la méthode de Vincent Lénart est différente. Elle est basée sur le dialogue, en tête-à-tête ou en groupe. Crise, conflit, changement de poste, il aide le dirigeant à trouver les solutions. La qualité d'un dirigeant, c'est pas seulement son ambition, ses compétences, mais c'est aussi son humilité et d'accepter la parole de l'autre, d'accepter de se remettre en cause, d'accepter de dire, entendre des choses pas forcément agréables, et puis de faire face et puis d'y aller. En apparence, ces séances ne seraient pas sans effet au sein de l'entreprise. Les uns et les autres avaient le sentiment que on ne s'occupait pas assez d'eux, qu'on leur disait pas assez, ça c'est bien, et ça c'est peut-être raté, et qu'il fallait fixer de manière plus claire les objectifs aux uns et aux autres, et suivre ce que les uns et les autres font. Et je crois que ça c'est extrêmement important. À partir du moment où on a la conviction et le sentiment d'appartenir à un groupe, c'est la base de l'épanouissement. Et à partir du moment où les collaborateurs sont épanouis, ça leur permet d'être beaucoup plus à l'aise et donc à l'entreprise de gagner en productivité. En France, il y a près de 2000 coachs. Coût de la séance, environ 500 €. En général, le travail s'étale sur 6 mois. Une profession non réglementée à laquelle de plus en plus de gens se forment, avec le risque d'attirer des personnes sans scrupules. Il y a des risques de secte, il y a des risques d'endoctrinement, il y a des risques de jeu de pouvoir, des risques de séduction, etc. Très très important bien sûr, comme dans toute relation un petit peu impliquante. Aujourd'hui, les coachs réalisent quelques 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le marché pourrait quadrupler au cours des 2 prochaines années. Un village fantôme dans le département du Nord. Les 2500 habitants de Leval ont été évacués ce matin pour permettre le désamorçage de cette bombe de la Seconde Guerre mondiale, découverte vendredi dernier, qui risquait d'exploser. Il a fallu 3 démineurs et 90 policiers pour désamorcer l'engin. Tout s'est bien terminé. Et voilà qui nous amène à la Première Guerre mondiale. C'est demain, vous le savez, qu'on célébrera le 85e anniversaire de l'armistice. Et l'histoire se rappelle régulièrement à notre souvenir. Exemple, dans l'Aisne, des archéologues cherchaient l'homme de Néandertal. Ils viennent de trouver des restes de soldats allemands. Daniel Wolfram, Yves Ginca. L'été dernier, au sud de Soissons, des archéologues fouillent depuis des mois les vestiges d'un site gallo-romain. Il faut aller vite. Le terrain doit être livré aux aménageurs. Mais là, surprise. Des corps apparaissent, alignés dans une fosse commune. La caméra amateur des scientifiques saisit les restes de soldats allemands. Une bague, des boutons de vareuse, des vestiges de bottes. Les boucles d'un grand linceul. C'est pas tout à fait un linceul, ils ont été en fait inhumés dans leur toile de tente individuelle. C'était là à peu près là? C'était effectivement dans ce secteur-là où il y avait effectivement plusieurs sépultures de soldats allemands. 18 juillet 1918, l'immense offensive allemande commencée 2 mois auparavant s'arrête ici, dans le secteur de Soissons, stoppée net par les chars français et les troupes américaines. Pour l'armée du Kaiser, c'est la fin, elle ne cessera de reculer, laissant derrière elle ses morts sans sépulture. Aux Alliés reviendra la charge d'enterrer ces corps comme ils le peuvent, à même le sol, dans leurs vareuses et leurs toiles de tente. Un casque, une baïonnette allemande, certes il y a ces vestiges de la guerre. Mais de cette terre, les archéologues ont extrait surtout des silex préhistoriques et des objets de l'époque romaine. Regarde un peu la conservation exceptionnelle de ces 2 gobelets romains. On a l'impression qu'ils sortent du lave-vaisselle. Ouais. Et c'est vrai que le verre c'est mieux conservé, paradoxalement, que ces objets en métal de la Première Guerre mondiale. Des 64 hectares de fouilles, il ne reste rien. Après les chasseurs de la préhistoire, les paysans gaulois et les soldats de toutes les guerres, on attend les clients et les entrepreneurs de la ZAC, la zone d'aménagement concerté. On y reviendra demain, mais dès ce soir, vous retrouverez à 20h55 un téléfilm inédit sur la guerre 14-18, La tranchée des espoirs, l'histoire de 12 soldats allemands et français coupés du front et qui vont fraterniser avec notamment Christiana Reali et Bruno Puzzulu. La belle histoire du jour, celle de cet employé d'une station-service de Lyon qui s'est improvisé sage-femme. Il a vu débarquer dans sa station une jeune femme enceinte. La suite racontée par Virginie Fichet. Je suis allé dans les réserves et j'ai pris des pulls et compagnie, des couettes
Et je l'ai installé là, j'ai rassuré la femme et elle a couché là. Ce jour-là, Parfait a été plus que parfait. Parfait Simo Mabou est caissier dans cette station-service depuis plus de 5 ans. Cette matinée du 30 octobre, lorsque Lucie, une jeune voisine, arrive paniquée, comprenant qu'elle va accoucher, il suit son instinct et l'accompagne de longues minutes. Subitement jaillit la jeune Cécilia qui émet un cri de bonheur, de joie, qui nous libère. À l'arrivée des pompiers, la mère et l'enfant se portent bien. Depuis, pour ses collègues et les clients de la station, le caissier doit doublement assumer son prénom. Je pourrais le considérer comme un héros parce que je suis sûr d'une chose, c'est que certains, à sa place, n'auraient pas réussi où lui il a réussi. Parce qu'il lui a fallu une certaine spontanéité, un certain naturel pour faire ce qu'il a eu à faire. Parfait, lui, savoure sa nouvelle popularité, mais veut garder la tête froide. Il faut rester toujours modeste par rapport à ce qu'on fait. Parce que le geste que j'ai fait, c'est un geste du cœur. Et quand c'est un geste du cœur, on ne peut être que fier de ça. Alors sortie de la maternité, Cécilia et sa maman sont venus le remercier. La plus belle des récompenses pour ce jeune Camerounais très croyant qui considère son aventure comme un cadeau du ciel. Monsieur, bonjour. De la télé-réalité sur le service public. En France, l'émission ferait sans doute polémique, mais c'est en Grande-Bretagne qu'elle a lieu, sur la prestigieuse BBC. Et on y a vu un ancien ministre prendre la place d'une mère au foyer de 4 enfants. C'est l'un des reportages que vous découvrirez ce soir dans le magazine Complément d'enquête consacré aux coulisses de la télé-réalité. Joël Bruyandet, Yves Junca. When Michael Portillo became a single mom, ou quand un ancien ministre de la Défense accepte de remplacer une mère célibataire. La star, c'est donc lui, Michael Portillo, élu conservateur au Parlement, ancien ministre de John Major et premier invité de cette émission intitulée « Ma semaine dans le monde réel ». L'homme politique a donc accepté de vivre la vie de Jenny Miner, mère célibataire de Liverpool, de s'occuper de ses 4 enfants et du chat, et il devra le faire avec le budget dont cette maman dispose, une fois le loyer et les factures payées. 115 € par semaine, c'est à peu près ce que ce député dépense pour un simple repas au restaurant. Installée dans un appartement voisin par la production, la maman visionne et commente au jour le jour les faits et gestes de celui qui la remplace. Lessive, cuisine, vaisselle, ménage, repassage, devoirs scolaires, les producteurs n'ont rien épargné aux députés. Morceau choisi au supermarché. Tu veux manger quoi au petit déjeuner? Le député fait les courses et les enfants en profitent pour s'offrir leur céréales préférées. Michael Portillo n'a jamais manqué d'argent, alors il dépense. Elle a dit 18 livres 84, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Elle rigole parce qu'il dépense trop d'argent, c'est ça? Elle rigole parce qu'il est vraiment nul pour faire les courses. Il a dépensé un quart du budget de la semaine avec un simple panier de courses. Voilà, beaucoup d'autres reportages, compléments d'enquête, les coulisses de la télé-réalité présentées par Benoît Duquesne. C'est à partir de 22h50 ce soir. Des nouveaux téléphones à tout faire, des photos, des cartes postales et bientôt la vidéo. Les opérateurs, je vous le disais, espèrent relancer les ventes de portables comme chaque année à l'occasion des fêtes de fin d'année. François Baudonnet, Vincent Bouffarti. Ce geste sera peut-être bientôt la façon la plus courante de téléphoner. En tout cas, dans les rayons, on installe déjà la future star de Noël, le téléphone portable, appareil photo. La plupart du temps, quand on prend des photos, c'est quand il y a des fêtes, il y a des soirées, ou tout comme ça, on prend des photos. Mais là, même dans la vie quotidienne, on peut prendre des photos, c'est ça qui est bien, quoi. La première question, c'est est-ce que je peux avoir un téléphone appareil photo pas trop cher avec les points de fidélité que j'ai sur mon opérateur? Il est vrai que l'an dernier, les portables appareils photo étaient très chers, aux alentours de 300 €. Cette année, Orange, SFR et Bouygues ont décidé de casser les prix. Que le consommateur souhaite ou non prendre la fonction photo avec son mobile, il va le prendre nécessairement en fait. C'est-à-dire que même si ça ne l'intéresse pas, le prix est si attractif qu'il va le prendre. 29 € pour les premiers téléphones avec abonnement, mais de 30 à 50 centimes d'euros pour chaque photo envoyée, les opérateurs cherchent de nouvelles sources de revenus. Lorsque le marché arrive à maturité, nous avons 40 millions d'utilisateurs en France, la question pour les opérateurs stratégiques,
c'est comment faire augmenter la dépense mensuelle de chacun de mes clients. Quoi qu'il en soit, l'un des 3 opérateurs propose à ses clients d'envoyer par la poste la photo prise par le téléphone. La carte postale personnalisée sera facturée 2 €. Tout cela dans l'attente de l'arrivée de la vidéo sur les portables, comme ici en Autriche, où le service est déjà commercialisé. Sport, tennis, Amélie Mauresmo en forme, elle est qualifiée pour la finale des Masters à Los Angeles. En demi-finale hier, la Française a battu Justine Hénin en 3-7, 6-3 au 3e. C'est du jamais vu pour une Française depuis Marie Pierce en 97. Et pour le titre, elle affrontera Klim Clijsters, une autre Belge. Cette nuit, la gagnante empochera un chèque d'1 million de dollars tout de même. Rugby, la Coupe du Monde, après l'effort, la plage. Après leur victoire hier, les Français ont pris quelques heures de repos avant l'entraînement en vue du match contre la Grande-Bretagne. Sur place, nos envoyés spéciaux Christophe Duchiron, Jean-François Renoux. D'une certaine manière, rien n'a changé. Aujourd'hui, les Bleus étaient de retour à Sydney. Rien n'a changé, surtout pas le paysage enchanteur avec son soleil printanier. Non, rien n'a changé. Les Bleus retrouvaient leur hôtel de Bondi Beach avec des valises à défaire. La vue sur la mer par beau temps vaut toujours le coup d'œil. S'il y a une chose qui a changé, une toute petite chose, c'est qu'après leur succès net et presque sans bavure sur les Irlandais, les Français arrivés en Coupe du Monde sur la pointe des pieds marchent désormais à grands pas vers les Anglais en demi-finale de la Coupe du Monde. Et rien que ça fait un grand changement. C'est toujours un honneur, je crois, quand on fait de la compétition de haut niveau, d'aller combattre celui qui en plus a annoncé qu'il gagnerait la Coupe du Monde et que personne ne pouvait les battre. Je crois que c'est beau de leur part et qu'à nous de faire en sorte que cette phrase n'existe plus. Des phrases qui n'existent plus, des pages à écrire et des maillots de bain à tremper dans l'eau. Après les efforts du match d'hier, certains Bleus ont profité du jour de récupération, la RTT des rugbyman, pour aller à la plage. Chabat, Libanais, Poitrenaud, Michalak et Yachvili qui en sort. Elle est très froide. Mais quand on y est, ça va, c'est bon. Tout irait pour le mieux dans le camp des Bleus si ce n'était le forfait d'Olivier Brouzet pour blessure. Et surtout si Pépito Elorgia n'avait pas perdu son père hier dans la soirée, après le match contre l'Irlande. Aujourd'hui à l'aéroport de Sydney, chacun des joueurs français est venu le saluer, avec beaucoup d'émotion. Pépito Elorgia reviendra auprès de l'équipe de France dimanche soir en Australie, juste avant la demi-finale contre l'Angleterre. Demi-finale à suivre dimanche prochain, donc sur France 2 à 10 h. Et attention, pour les parieurs, les Anglais restent les favoris. Football, un climat de crise à Marseille. 3e défaite en 3 matchs. Cuisante défaite à domicile face à Lyon lors de la 13e journée de la Ligue 1, 4-1. Les Marseillais qui restent tout de même 3e au classement, mais qui sont décrochés. Lyon occupe la 2e place derrière Monaco. Et puis l'image du week-end, comme chaque lundi, eh bien c'est un coup de golf et un coup de maître, celui du Fidjien Vijay Singh. Il a réussi à placer sa balle directement dans le trou grâce à cette approche en cloche. C'est l'homme qui a empoché le plus de gains depuis le début de l'année devant Tiger Woods. C'est la fin de cette édition un peu perturbée. Nous nous en excusons une fois encore. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet. 20h55, donc la tranchée des espoirs avec Christiana Reali et Bruno Puzulu. 22h50, complément d'enquête Benoît Duquesne. Dernier journal, 1h20, Eve Mété, et on se quitte sur ces images de celle qui est censée être la plus belle femme du monde. Miss Honduras a été élue Miss Terre ce week-end aux Philippines. Elle s'appelle Dania Prince, elle a 25 ans. Et à noter également dans ce concours la présence de Miss Afghanistan, Vida Samadzai, 23 ans. C'est la première Afghane à participer à un concours de beauté depuis plus de 30 ans, mais elle vit aux États-Unis. À demain.